Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlie et la 3MMC, épisode 1. Charlie est une jeune Parisienne qui a commencé à prendre de la drogue au cours de ses études et qui est assez rapidement devenue une grosse consommatrice de 3MMC. La 3MMC, c'est une molécule qui a commencé à faire parler d'elle dans les médias mainstream depuis 1 ou 2 ans. Elle fait partie de ce qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse, ou RC, pour Research Chemicals. C'est une longue liste de drogues qui sont en quelque sorte inventées pour échapper aux lois sur les stupéfiants. En gros, tant qu'elles ne sont pas interdites, elles sont légales. En général, d'ailleurs, elles sont interdites au bout d'un moment, quand elles deviennent un petit peu trop connues et que leur existence arrive aux oreilles de l'État. Le témoignage de Charlie va nous permettre de comprendre les effets de cette drogue et les soucis qu'elle cause, mais elle va nous parler aussi de ce qu'ont vécu certains jeunes étudiants ou jeunes actifs au moment du confinement, pendant l'épidémie de Covid. Une période très particulière pour tout le monde, mais peut-être plus difficile encore pour des jeunes pleins de vie qui se sont retrouvés à ne rien pouvoir faire pendant des semaines et des semaines. On sait que les comportements addictifs ont augmenté pendant cette période, et ce qu'a vécu Charlie représente un exemple assez frappant. Et puis le témoignage de Charlie est aussi, vous l'entendrez, exemplaire dans ce qu'il nous dit de l'usage de drogue, puisque la drogue peut être avant tout un moyen d'aller vers l'autre. Et c'est ce qu'elle va nous raconter en 3 épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je pense que c'est une famille tout à fait classique. J'ai un grand frère, on est 2 enfants, je suis la petite sœur. 2 parents qui s'aiment, puisqu'ils s'aiment plus, ils ont divorcé quand j'avais 12 ans. C'est à partir de là où je pense que j'ai traversé une mauvaise période qui s'est ensuite étendue longtemps. Mais avant tout ça, je pense que j'ai eu une enfance merveilleuse, rien à signaler. En fait, à côté de ça, à l'école, ça se passait pas bien du tout. Je suis restée 9 années dans la même école. Et ça a été 9 années où j'ai vécu du harcèlement, où on m'a répété tous les jours que j'étais moche, que je m'habillais mal, que je servais à rien. Et en fait, je pense que je me suis vraiment construite déjà dans un environnement social qui était pas forcément très bon pour mon estime de moi et ma construction personnelle. Et à côté de ça, à la maison, c'était pas forcément très stable dû au divorce de mes parents. Mon frère non plus qui était pas très bien dans sa peau. Enfin, je pense que j'avais aucun milieu dans lequel où j'étais en sécurité et où je pouvais me reposer et être sereine. Vraiment, le pire, c'était l'école, quoi. Le divorce de mes parents, j'ai réussi à me faire une raison assez rapidement, quoi. Me dire qu'ils seront plus heureux comme ça et que c'est la vie. Et que, de toute façon, ça arrivait de plus en plus autour de moi, donc j'ai réussi facilement à me faire à l'idée. Mais moi, les 9 années dans cette école, ça a été... je pense que c'est ça qui m'a laissé le plus de blessures sur les années qui ont suivi. C'était primaire et collège. Et c'était un environnement vraiment malsain, où il y avait vraiment beaucoup de harcèlement, vraiment le noyau des populaires qui avaient leur petite cible et qui s'amusaient. Et, moi, comme j'avais vécu que ça de toute ma scolarité, en fait, je pensais que c'était normal, c'était la vie. Et c'est plus tard, en grandissant et en parlant avec d'autres gens, que je me suis rendu compte que eux, ils n'avaient pas forcément vécu la même chose que moi quand ils ont grandi ou quand ils étaient enfants. Et c'est seulement plus tard que j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était pas normal. Mais à l'époque, quand j'étais dedans, j'avais aucun référentiel, aucun point de comparaison qui permettait de me faire comprendre que ce que je vivais, c'était pas normal. Pour moi, c'était juste ça. Les enfants étaient méchants entre eux et ce serait toute ma vie comme ça. Et pour moi, je me faisais à l'idée que ça allait être comme ça toute ma vie, quoi. Ça s'est calmé au lycée, ça s'est un peu moins calmé dans mes études supérieures.
J'ai revécu du harcèlement alors qu'on était, en école supérieure, on est adulte, on a plus de 18 ans, on est censé être quand même des grands, mais ça s'est quand même reproduit quand j'étais en école supérieure. Et mes dernières années d'études, j'ai changé de classe, donc ça s'est arrêté là. Et après, depuis, j'ai travaillé, donc j'ai jamais revécu ce genre de situation. Comme je disais, j'ai fait des études supérieures où vraiment je suis pas du tout sortie, je sortais pas du tout, je buvais pas d'alcool. Ma vie c'était juste mes études où j'étais hyper investie et je faisais du sport à côté en compétition, donc vraiment ma vie était blindée de choses plutôt saines à la base. Je trouve que j'étais très frustrée en sortant d'études de pas avoir vécu tout ça. Et d'un coup, j'avais du temps, j'avais de l'argent et j'avais des collègues qui, pour la première fois, m'ont emmenée en soirée techno. Et c'est là que j'ai pris la drogue pour la première fois. C'était peut-être un mois avant que le premier confinement. En fait, avant tout ça, je sortais d'études, j'avais presque pas de vie sociale en fait. Et j'avais vraiment l'impression, peut-être que ça me vient aussi de mes années d'harcèlement, mais j'avais vraiment l'impression que j'avais une capacité vraiment moindre à me faire des amis, que j'avais des difficultés sociales, que j'étais pas faite pour aller en soirée et m'amuser, et que j'étais bizarre et que j'avais un problème. Et quand j'ai commencé à sortir, j'avais vraiment cette volonté de pas devenir qu'un peu de quelqu'un de normal, parce que je voyais bien que pendant des années, c'est ce que les autres jeunes faisaient et que moi je ne faisais pas. Et je me suis dit que c'était le moment de rattraper toutes ces années d'investissement, parce que ça y est, j'avais plus aucune contrainte scolaire ou même parentale, puisque je vivais toute seule. J'en suis arrivée à cette soirée avec des collègues. J'étais un peu apeurée, c'est sûr, mais en fait, j'avais vraiment cette envie de découvrir tout ce que les autres personnes de mon âge semblaient faire et que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Je me suis sentie en confiance. Pourtant, c'était des collègues que je connaissais depuis 2-3 mois. C'était pas forcément des personnes très proches, mais en gros, la première personne qui m'a fourni de la drogue et avec qui j'ai pris la première fois, en gros, s'est porté garant du bon déroulement de ma soirée, et en gros, tant que j'avais pas eu la montée et qu'il était pas sûr que j'allais bien, il prenait rien pour être sûr que tout se passait bien. Et seulement au moment où j'aurais ma montée, il consommerait. Voilà. Donc en gros, il m'a mis vraiment dans un climat où il m'a dit, dans tous les cas, t'inquiète pas, moi je prends rien tant que je m'assure pas que tu es bien. Ça a été la porte ouverte à tout un autre monde. Je me souviens que je me suis tournée vers mon collègue et avec la première phrase que je lui ai dit, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je m'aime. Ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de ressentir cette chose, de ressentir ce sentiment, d'éprouver de l'estime de soi. Et maintenant, tout le combat, ça allait être de retrouver cet état sans forcément avoir besoin de substances. Mais cette soirée-là, pour moi, ça a été la meilleure soirée de ma vie, c'était magique. Et j'avais jamais ressenti ça avant, quoi. Vraiment, le fait d'avoir les sensations hyper décuplées, d'avoir un plaisir d'être dans son propre corps, de ne pas avoir besoin de qui que ce soit, d'arrêter de penser à est-ce que je suis belle, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui me regardent, est-ce que les gens me trouvent pas bizarre, arrêter de me poser toutes ces questions que je me posais tout le temps, ou qui me posaient des filtres en fait. Et là, j'étais enfin débarrassée de tout ça, j'étais juste moi et j'avais besoin de personne, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de la MDMA et qui d'un coup ont envie d'avoir du contact avec les autres. Et moi, je fais plutôt partie de ceux qui sont bien tout seuls, qui à partir du moment où ils sont montés vont être dans leur bulle tout seuls, ne plus parler à personne et juste éprouver le plaisir d'être avec soi-même et même de se toucher, de se passer la main dans les cheveux, des trucs tout bêtes, quoi, mais juste d'être seul et plus forcément avoir besoin de contact parce qu'on se suffit à soi-même. C'est peut-être un peu perché ce que je dis, hein, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ça a débloqué plein de choses sur les émotions que j'étais capable d'éprouver, ce que j'étais capable d'éprouver pour les autres aussi.
J'ai l'impression que ça avait vraiment débloqué quelque chose et que ça m'avait ouvert l'esprit. Et que maintenant je savais qu'il y avait une nouvelle façon de vivre à l'intérieur de moi et qui était possible, quoi. Donc évidemment, au tout début, j'avais très envie d'en reprendre, sauf que le premier confinement est tombé, donc pendant plusieurs mois, je ne suis pas du tout sortie. Et évidemment, quand on a pu ressortir, bon, à l'époque, c'était que des soirées qui étaient illégales, c'était que des rave parties, des soirées dans des tunnels, ce genre de choses. C'est les seules choses qui étaient ouvertes parce qu'avec les restrictions Covid, tout était soit fermé, soit restreint. Donc pendant l'été qui a suivi le premier confinement, c'est ce genre de soirée que je faisais et où je consommais de l'AD ou des extasies. Alors là, il faut faire un petit point lexique parce que Charlie va utiliser dans le reste de l'interview des abréviations pour parler des drogues. C'est une pratique assez courante. Donc, C, c'est pour cocaïne. MD ou D pour MDMA. 3M pour 3-MMC. K pour kétamine et L pour LSD. J'avais jamais fait ça. J'avais presque jamais fait de soirée avant ce fameux premier confinement. Et puis, je suis passée de tout à rien, quoi. Je suis passée de je rentre à 2h parce que il faut que j'aille me coucher, j'ai bu 3 verres et là, je reste jusqu'à 8h, je vois l'aube se lever et nos soirées sont pas du tout légales. Et je rentre chez moi et j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop tapé. Enfin, voilà, je suis vraiment passée du tout à rien, quoi. C'était la période de découverte. Au niveau de la drogue, c'était super chouette, mais en fait, je sais que c'était une période où j'étais pas bien. Et je cherchais à tout prix à être à l'extérieur de ma tête, quoi. Donc que ce soit en buvant de l'alcool, en prenant de la drogue, l'AD et l'état, c'est quand même des substances qui nous emmènent à l'extérieur. C'est pas comme le LSD ou les champis qui vont être plus orientés introspection et qui vont nous emmener à l'intérieur de nous-mêmes. Là, c'est vraiment des drogues qui vont nous emmener à l'extérieur et qui voilà, fait tomber tous les filtres, qui nous enlève tous nos questionnements, qui nous enlève tous nos tracas, tous les démons qu'on peut avoir dans la tête, quoi. J'étais totalement dans une démarche d'autodestruction, mais là c'était que le début encore. Parce que j'avais une espèce de forme de fierté à dire et à montrer que je prenais de la drogue, quoi. Il y avait vraiment ce truc où je me disais que j'étais marginale, que je faisais des choses immorales, illégales. J'avais une fierté à le dire aux personnes autour de moi. Mais en fait, maintenant avec le recul, je le sais, mais je pense que je voulais peut-être choquer l'entourage dans le sens où j'allais mal et je voulais montrer que j'allais mal et je pensais que les gens, en voyant que je m'autodétruisais, allaient peut-être me tendre une main et essayer de me sauver. Et je pense que c'est ce que je cherchais dans le fait d'être aussi fière de mon attitude et de ma consommation. Je cherchais quelqu'un qui allait venir me sauver, me tirer de là, mais personne n'est jamais venu et c'est pour ça que c'est aggravé. Et à la fin, j'ai compris que personne ne viendrait jamais me sauver et que ça pourrait venir que de moi. Par exemple, les filles de mon équipe, parce qu'à l'époque, je faisais de la gym en compétition. C'était à l'époque où je faisais encore de la compétition. Par exemple, quand elles ont appris que j'avais ce mode de vie-là, elles m'ont quand même mis bien à distance, plus le fait que je sortais énormément en temps de Covid, ça les a refroidis beaucoup. Et en fait, déjà à partir de cette période-là, j'ai commencé à perdre certains groupes d'amis que je pouvais avoir, ou certaines personnes avec qui je pouvais avoir de bons liens, ou carrément certains sports que je pouvais pratiquer. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'isoler parce que j'étais dans un mode de vie qui leur paraissait marginal, qui leur paraissait immoral. Et au fur et à mesure, ça m'a isolée. Du coup, je m'en créais d'autres avec les personnes qui consommaient et qui, du coup, n'allaient pas me juger sur tout ça. Moi, j'avais l'impression d'avoir un vrai sentiment d'appartenance, qu'on n'allait pas me juger et que justement, il fallait que je m'éloigne des personnes qui pouvaient pas comprendre et qui directement me stigmatisaient sur quelque chose qu'ils avaient jamais fait eux-mêmes, quoi. Et là où après tout c'est un peu compliqué, c'est que j'ai rencontré un groupe de personnes, donc ceux qui prennent de la 3-MMC,
qui, eux, du coup, pour le coup, étaient bien au-delà de toutes les limites que je m'étais fixées en termes de consommation, quoi. C'est-à-dire que la première fois que j'ai pris de l'AD, je m'étais dit, ok, c'est juste une fois pour tester. Quelques mois plus tard, je me suis dit, bon, ok, ma limite, c'est une fois par mois. Puis après, ma limite, c'était une fois par semaine. Et au fur et à mesure, ma limite, c'était une fois par jour, quoi. Et j'ai dépassé au fur et à mesure toutes les limites que je m'étais fixées. Mais eux, ce groupe-là, ils étaient mais bien au-delà de toutes les limites qu'on peut se fixer, quoi. Et ça n'a pas été forcément une très bonne influence. C'était un très gros groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes. Les soirées se faisaient à 30 ou à 40. C'était vraiment un énorme groupe. C'est pas un petit groupe de 4-5 personnes. Et en fait, au sein de ce groupe, il y avait un noyau de 3-4 personnes qui vendaient de la drogue au reste du groupe. Ils vendaient absolument tout. Ils vendaient de la D, de la C, de la 3M, de la K, du 2CB. Ils avaient quasiment tout le temps. Ils arrivaient en soirée, les bananes pleines, et ils régalaient tout le monde, quoi. Bon, ils régalaient contre de la monnaie, mais du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à la première prise, où en fait, eux, moi j'avais beau rester dans mon mode de consommation, je les voyais bien qu'autour de moi, vraiment, ils prônaient les effets de la 3M comme quelque chose, comme la drogue parfaite. Et au bout d'un moment, on m'a proposé d'essayer. Et on m'avait dit, tu verras, ça va te faire comme l'effet de un mélange de C et de D. Je me suis dit, bon, ok, jusque-là, ça devrait aller. Et il faut savoir que la première prise de 3M est très douloureuse. Ça fait très très mal au nez. Vraiment très très mal au nez. Donc j'ai lâché ma petite larme. J'ai essayé de faire mon bonhomme, de faire la grande, mais ça fait vraiment très très mal. Et pour le peu d'effets que j'ai eu, je me suis dit, mais ils sont totalement fous. Enfin, le ratio douleur-plaisir est pas du tout qualitatif, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi ils prennent ça? Et je me souviens que c'est la première chose que j'ai pensé. En fait, je pense que c'est une habitude qui s'est instaurée, puisque comme c'est la drogue qu'ils avaient tout le temps sur eux, c'est ce qu'il y avait de plus accessible, et ce qu'il y avait de moins cher aussi. Et ça a doucement remplacé la D, la C, et c'est ce qui est devenu au début hebdomadaire, puis quotidien. Au début, ça commence par quand même une sensation désagréable entre le fait que ça fait très très mal au nez, qu'on lâche notre petite larme, qu'on me sent couler dans la gorge, que ça pique. Mais après, au bout de quelques minutes, je pense qu'il y a d'abord les effets qui se rapprochent plus de la C qui arrivent. Donc un effet d'éveil, contraction musculaire, excitation, envie de parler, on devient très bavard. Et ensuite, il y a une sensation de bien-être qui se rapproche un peu plus de celle de la D. On va sentir au bout de ses mains quelque chose de plus sensible, on va se toucher la peau, ça va pas être pareil, ça va être décuplé. Rien que le fait de passer sa main dans ses cheveux, ça va être toute une expérience. Et il y a aussi cet effet où on se sent hyper connecté aux autres, on se sent hyper empathique, on a l'impression d'être connecté à tout le monde, de se comprendre. Et d'un coup, les liens sociaux se facilitent. Là, il y a vraiment ce truc, on devient très très bavard, très très empathique. Et on a l'impression que, il y a des amitiés qui se lient en quelques minutes, quoi. Je pense que avec la MDMA, j'étais très à l'aise. Et ça me donne l'impression d'avoir confiance en moi et du coup de pouvoir créer du lien facilement. Mais c'était plus tourné vers l'amour de moi, alors qu'avec la 3M, il y a vraiment cette espèce de lien, de compréhension, de connexion qui se créait, que j'avais pas forcément avec la D. En fait, tout dépend de comment on a envie de passer sa soirée ou de
ou de consommer. Si je dois prendre de l'AD, ça va être un para et ça va mettre une petite heure à monter et c'est des effets qui vont durer plusieurs heures et ensuite il va y avoir une redescente et si je veux remonter, il va falloir que je reprenne un para. Enfin bref, il y a quelque chose d'un peu long et vraiment un vrai process derrière tout ça. Alors que la 3M, c'est quelque chose qu'on prenait, qu'on tapait, donc on prenait par le nez. Et il y a vraiment quelque chose d'hyper instantané. On attend à peine, même pas 5 minutes pour avoir les effets. C'est quelque chose de très simple. On se pose sur un bout de comptoir, on se fait une trace et en 2 minutes, c'est plié, quoi. Alors que prendre un TAS ou prendre de l'AD, voilà, on est sur un process qui est quand même beaucoup plus long et qui est pas de l'ordre d'une simple petite trace qu'on va prendre très vite. Et en fait, il y a quelque chose dans l'action qui est beaucoup plus court et plus instantané, qui va se répéter et qui, je pense aussi, c'est ça qui rend le produit addictif, c'est quand on le prend par le nez. Alors que j'ai déjà fait l'expérience de prendre de la 3M en parachute. Et là, le process est le même, c'est la digestion, le temps que ça monte, les effets qui sont longs, mais il y a moins cette envie de reconsommer qu'on a quand on prend par le nez, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées au mouvement de groupe et à l'influence du groupe, c'est-à-dire que autour de moi, tout le monde prenait que de la 3M pendant leur soirée. Et on était peut-être un peu à côté de la plaque si on se décidait de prendre de l'AD alors que tout le monde était sous 3M, quoi. Il y avait quelque chose qui était un peu en décalage si on prenait pas forcément la même substance que tout le monde. Et l'accessibilité, du coup, c'est ce qu'ils avaient absolument toujours sur eux. Donc, qu'on ait prévu ou pas prévu de consommer, c'était toujours là quelque part. Et ça coûte aussi moins cher que l'AC. Et puis après, faut aussi savoir que la 3M, on peut aussi s'en procurer très très facilement en commandant sur l'internet, sur des sites pas du tout cachés. Et c'est vraiment pas cher. Ça fait quand même beaucoup d'arguments qui ont permis à la 3M de passer au-dessus de la consommation de C ou de D. La 3-MMC devient donc la drogue de prédilection de Charlie, et sa consommation va se faire dans ce contexte du groupe dans lequel elle est entrée. Un groupe très particulier de jeunes consommateurs dont elle nous parlera plus en détail dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.